Bonjour, bienvenue à tous. Je suis Boris Proulx et vous regardez un autre entretien du Salon du livre de l'Outaouais, édition 2022, à distance, où on a le plaisir de recevoir, disons, via la magie du web et des discussions en distance, comme on est habitué depuis 2 ans, deux invités, Anne-Marie Saint-Cerny et Christian Quesnel, co-auteurs de ce livre, Mégantic, un train dans la nuit. Anne-Marie, Christian, bonjour. Bonjour Boris. D'ailleurs, avant de commencer, j'aimerais remercier en fait tous ceux qui nous écoutent. Vous rappeler que cette année, le LCLO a une formule particulière. Il est toujours possible d'y prendre part en posant vos questions dans le clavardage. Donc, si jamais les gens qui nous écoutent à la maison ont des questions pour Anne-Marie ou pour Christian, ça va me faire plaisir, en fait, de leur poser dans les 5 dernières minutes de l'entretien. Anne-Marie Saint-Cerny, vous êtes au texte, en fait, de cet ouvrage. On vous qualifie ou on vous présente comme essayiste et militante. Et Christian, vous êtes aux illustrations fantastiques d'ailleurs, on va y revenir, mais vous êtes aussi originaire de l'Outaouais. Le livre a été publié à Éco-Société en août 2021, donc il a 6 mois à peu près cet ouvrage. 77 pages là-dedans, plus à la fin une petite section en vrac où on rapporte peut-être disons des propos qui ont pas pu entrer dans le livre ou en tout cas qui détaillent un petit peu plus en détail les interviews que vous avez conduits. On appelle ça un roman graphique. Cette version Mégantic un train dans la nuit. Est-ce que c'est un terme que vous utilisez? Pour être franc, Boris, j'ai banni ce terme-là de mon vocabulaire. En fait, Okay. Comme auteur de bande dessinée, j'utilise toujours la bande dessinée parce que c'est le roman graphique est venu plus des Américains pour se distinguer du comic book. Ceux qui faisaient une bande dessinée qui n'était pas nécessairement du comic ou du super-héros ont voulu se démarquer puis ont inventé le terme graphic novel. Mais en français, on l'a adapté. Mais en français, je trouve le terme un peu snob, moi. Mais moi, je fais de la bande dessinée, tout simplement. Puis c'est le même dispositif, c'est les mêmes ressorts qu'on utilise. Qu'on utilise le terme roman graphique ou bande dessinée, c'est de la bande dessinée quand même. Et Anne-Marie, pour vous, c'est important de l'illustrer, cet événement-là, évidemment, de la tragédie de Lac Mégantic? Ben, c'était essentiel. Et pour revenir un peu sur le terme roman graphique, c'est quand même important de noter qu'on a scénarisé Oui. évidemment certaines choses, mais que tout est basé sur les faits. Donc c'est pas une histoire inventée. Ce qui était important, c'était de rapporter les faits tels qu'ils se sont produits, qui étaient dans l'essai aussi. Oui. Mais et c'est ce qu'on a fait. Mais au-delà de ça, la bande dessinée, puis euh, au bout du compte, c'est ce qui est probablement le plus important, c'est que la bande dessinée nous a permis de ramener l'effet de la douleur, des vrais visages, des vraies personnes, les vraies phrases qu'elles ont prononcées, les vraies émotions aussi dont moi j'ai été témoin lorsque j'étais là-bas, puisque je suis arrivée très tôt. Et seul la bande dessinée peut le faire. Ce que je peux, dans l'essai, je devais me tenir à une certaine distance pour apporter les faits. Oui. Mais aussi, c'est que 1000 mots ne peuvent pas traduire la douleur qu'une illustration de Christian peut faire. D'ailleurs, on s'en parlait juste avant d'entrer en onde, Anne-Marie et Christian. Moi, l'événement donc en 2013, c'est quoi, juillet 2013, 6 juillet 2013, voilà, je l'ai dans mes notes. Je m'en souviens, en fait, c'est très vif dans mon esprit. J'étais en voyage en Afrique de l'Ouest, dans une région très éloignée du Sénégal, qui s'appelle la Casamance, où je suis entré dans un dépanneur et il y avait un petit téléviseur qui jouait France 24 et j'ai pu voir qu'au Québec, un train avait déraillé au centre-ville de Lac-Mégantic et avec des images spectaculaires qui sont d'ailleurs reproduites évidemment sous la plume de Christian Quesnel, mais j'aimerais savoir, moi je pense que je vais m'en souvenir toute ma vie, du moment où j'ai appris cet événement-là. Anne-Marie, vous étiez où, vous,
quand vous avez appris qu'un train avait déraillé, qu'il avait fauché des vies? Ben, en fait, j'étais chez moi et quelqu'un m'a prévenu qu'il se passait quelque chose à la télé. Donc, comme tout le monde, je l'ai vu à la télé presque immédiatement le matin quand le jour s'est levé. Et j'imagine que comme presque tout le monde, j'ai pensé que ça se passait très loin. Euh, et c'est sidéré que j'ai compris que c'était à quelques centaines de kilomètres de chez moi. Je pense que aussi le plus important à me souvenir de cette journée, c'est que on entendait déjà des explications officielles, des détails officiels, comme le nombre de litres déversés ou ce genre de choses. Et à l'intérieur une heure et demie, avec mon collègue Daniel Green, on pouvait déjà découvrir que les informations étaient fausses, que on pouvait déjà découvrir d'où venait le train en suivant une ligne de chemin de fer. Et je pense que ça, c'est la chose la plus cruciale qui a déclenché éventuellement tout mon travail là-dessus. Mm-hmm. Christian, vous, comment vous avez été, disons, sensibilisé, touché par cette tragédie-là dans les premiers temps? Est-ce que vous vous rappelez comment est-ce que ça s'est venu à vous? Ben, du moment que c'est arrivé, non. En fait, je me sens quasiment coupable de pas m'en souvenir, parce que tout le monde s'en souvient, sauf moi. Vous Je me avez pas suis de télévision, c'est ça? J'ai pas la télévision, en fait, depuis 2009-2010, donc je suis comme passé à côté des images, puis les images, c'est ça qui a choqué vraiment beaucoup de gens, le fait que ça se passait au Québec naturellement, mais je l'ai appris par la radio, puis ensuite, bon, là, je suis allé voir les images, puis je me souviens aussi, un peu comme l'effet que Anne-Marie mentionne, c'est un effet, on a l'impression que on sait pas au Québec que ça se passe, ça se peut pas. Mais outre ça, je peux aller au-delà de ça. J'ai bien vu, il y avait les victimes, tout ça, puis dans les jours, les semaines qui ont suivi, là, on a eu accès à, bon, c'était combien de morts, puis tout ça. Sauf que c'était, pour moi, c'est quand j'ai rencontré Anne-Marie que j'ai pris la pleine mesure de qu'est-ce que c'était. Puis malheureusement, la plupart des gens, c'est ça, hein. Les gens, ils retiennent les images, mais ils retiennent pas comment que c'est un sujet, c'est un événement qui a été beaucoup manipulé. Beaucoup de choses qui ont été mises sous le tapis, puis Anne-Marie m'a vraiment ouvert les yeux là-dessus. Je veux dire, quand elle m'a abordé justement au Salon du livre de l'Outaouais, parce que elle cherchait quelqu'un pour faire la bande dessinée avec elle, un auteur de bande dessinée, puis elle est venue me rencontrer au Salon du livre de l'Outaouais comme ça, à un Donc, la stand. magie s'est passée ici. Ouais, c'est un drôle de retour. Puis elle m'a beaucoup, comment je peux dire, donc, ça a pris 2 minutes en fait avant que j'accepte là. Puis c'était un projet en art pour moi parce que je sortais de Vous avez détruit la beauté du monde, qui était aussi un sujet sensible sur la mise en scène du suicide au Québec avec des historiens et des sociologues. Donc là, ça me permettait d'aller encore plus loin dans mon travail, d'évoquer les images, de respecter aussi la dignité des personnes qui sont présentes dans le récit. Beaucoup d'éléments là-dedans. Christian, on va y revenir à cette dignité. Vos images, ben, on voit que les images de l'événement vous ont marqué, vous les avez reproduits, vous utilisez des couleurs, j'essaie de montrer un petit peu, là, des couleurs fascinantes dans des tons de, bon, bleu, vert, des fois du rouge éclatant. Voilà une page entière qui montre, qui essaie d'illustrer un petit peu la tragédie, qui essaie d'illustrer aussi l'ampleur. Euh, Vous avez mentionné votre rencontre, c'est fascinant, mais maintenant, comment est-ce qu'on travaille ensemble entre vous, Anne-Marie, qui vous l'avez dit, vous êtes allé 5 jours, Anne-Marie Cerny, après les événements sur place à Lac-Mégantic pour un peu documenter tout ça. Vous avez ensuite écrit un ouvrage qui s'appelle Mégantic, tragédie annoncée. Dites-moi si je me trompe, mais comment ensuite on met ça ensemble? Comment on travaille entre les côtés illustration et côté texte? Ben, alors, je devrais préciser que trouver Christian et choisir Christian, ça nous a pris avec mon éditeur Éco-Société David Murray, ça nous a pris 10 mois. Et on a eu plusieurs discussions pour savoir ce qu'on cherchait. Et ensuite, j'ai regardé à travers la planète entière, en fait, pour trouver la personne qui saurait à la fois illustrer et ne pas illustrer. Puis je crois que vous allez peut-être en reparler plus tard, la série des carrés noirs, par exemple. Mais la personne qui aurait la puissance de dire tout,
mais de cacher l'indicible. Et donc, après avoir cherché beaucoup, j'ai découvert Christian. Je revenais toujours à ses illustrations. Et je remercie la librairie Christian, j'oublie le port de tête à Montréal, le libraire là-bas, parce que c'est important de mentionner le rôle qui m'a fait, qui a passé du temps à me montrer plein de choses. Donc, donc ça c'est et ensuite c'est vrai que j'ai rencontré Christian au Salon du Livre parce que il fallait que je vérifie si la personnalité de celui qui dessinait ce que je voyais était correcte pour aller rencontrer les gens de Mégantic, si j'irais même jusqu'à dire si son compas moral était à la bonne place, si sa sensibilité aux émotions des gens, si je pouvais l'amener à Mégantic sans craindre un dérapage. Et oui, ça s'est passé en 2 minutes. Mais j'ai décidé. Et ensuite, c'est vrai que pour moi, c'était un travail comme scénariste assez difficile. L'essai fait quand même 80 000 mots, 300 pages. Il fallait réduire la trame à sa plus simple expression, expliquer choisir les témoignages aussi, j'imagine. Choisir les témoignages et les faits qui démontraient la trame et les témoignages qui démontraient les émotions. Mais aussi à ça, ajouter le fait, comme vous l'avez dit, je pense hors onde, ramener le fait que Mégantic s'inscrit dans les grands drames industriels, universels de tout ce qui fait que quelques hommes, pour des notions aussi simples que l'argent, le pouvoir ou la prédation, détruisent des vies sans même un frisson de gêne. Donc, il y avait tout un travail fallait dépouiller de tout pour arriver à la trame simple de ces 3 éléments-là. Et c'était assez compliqué. Ensuite est arrivée la pandémie. Donc, comme tout le monde, au lieu de travailler ensemble, comme j'aurais aimé, comme un band de musique qui fait une toune, on a travaillé en Zoom. Pour compléter Anne-Marie, en fait, dès qu'on a commencé à travailler ensemble, Anne-Marie, elle a eu un énorme respect, puis c'est le génie d'Anne-Marie là-dedans, est arrivé. Puis, à partir de son essai, elle a mis des sujets sur des pages 8,5-11. Ce qu'on appelle les spreads, là, les doubles pages, le livre ouvert. Elle a mis des sujets. Puis c'est ça, son génie, c'est qu'elle m'a permis d'écrire le récit en images, tout d'abord. En me disant qu'il y aurait des détails techniques comme à gauche, à droite, mais n'empêche que j'avais le mandat d'écrire le récit en images. Puis ensuite, elle est venue compléter avec le texte. Et c'était quoi votre part de liberté, Christian Quesnel, là-dedans? Est-ce que il y a de ces images, des images très fortes là, qui sont là-dedans, certaines d'ailleurs reproduites à partir d'images de caméra, on le devine, hein, d'images réelles qui ont été diffusées dans les médias. Quelle était votre part, disons, d'initiative de dire OK, mais ça, il faut absolument l'illustrer de telle manière? Dans le fameux 2 minutes où je me suis décidé, en fait, j'ai demandé est-ce que je peux avoir liberté totale? C'est important pour moi. Liberté totale en tant confiance totale. Donc, mais confiance totale, c'est aussi que je suis capable aussi de m'ajuster à ses besoins aussi, aux besoins de l'éditeur, aux besoins d'Anne-Marie. Donc, il n'y a pas eu de grosses négociations, en fait, entre nous, parce qu'on s'entendait vraiment sur la ligne à pas franchir, puis sur la dignité des personnes avant tout. Ça a été au cœur. Anne-Marie m'a envoyé au tout début une vidéo de Cathy Clusio, une victime de l'explosion. Puis cette jeune femme-là, je la voyais toute pleine de vie juste avant le drame à Pâques qui a précédé l'explosion, qui chantait une chanson. Puis moi, ce personnage-là, je me suis arrimé après elle. Puis j'ai tout simplement voulu être fidèle à la personne qu'elle a été. Donc, à toutes les autres personnes qui font partie de cette histoire-là, dans le fond. Sachant que plusieurs personnes ont péri justement dans le Musicafé, n'est-ce pas, ou en fêtant, en tout cas, là, tu sais. Oui, puis je pense que c'est important de mentionner qu'à partir du moment, c'est pour ça qu'on a pris tant de soin à choisir le BDiste, c'est que, puis je sais que Christian aime pas ce mot-là, mais à partir du moment où on va chercher quand même un artiste littéralement, si on le brime dans sa liberté d'exprimer les choses, ça vaut pas la peine. On fait pas une équipe. Ça, c'est la première chose. Les discussions, c'est vrai, Christian a raison, on n'a pas eu beaucoup de discussions parce qu'on était d'accord en partant sur des paramètres et probablement que le paramètre le plus important était qu'on n'illustrerait jamais les choses
les détails. On n'irait pas dans le détail de la Dans le mort et scabreux, de dans le ça. scabreux peut-être, ou dans... Dans le scabreux, exactement. Et pas qu'on les avait pas, on les avait, mais c'est un choix moral. Christian, à cet égard-là, a été génial quand il est arrivé, par exemple, à la partie du choc et de la façon dont il a exprimé les choses. Et Oui, donc c'est vrai on a eu une seule discussion, Christian, c'est sur le tabarnak de Tom Harding, mais oui. c'était une discussion pas pour protéger le langage, mais pour préserver la personnalité de Tom Harding et les arguments de Christian ont prévalu. Mais pour moi, ancrer le Québec dans l'international à ce niveau-là, c'était le Holy fuck tabarnak de Harding Oui. était intéressant. Puis je pense que le fait que le Figaro les reproduit aussi, qui ont analysé cette planche-là, je trouve aussi ça démontre que maintenant, je pense qu'au fin fond du Sénégal, ils doivent savoir c'est quoi, qu'est-ce que veut dire tabarnak. Qui parle comme ça, je veux dire. C'est ancrer le Québec dans les catastrophes mondiales. En fait, c'était un peu ça l'objectif. Et Et dans je mon, trouve que c'est un peu le génie de votre ouvrage, en fait, où on réconcilie la ou les petites histoires, c'est-à-dire l'histoire individuelle de certaines victimes, de Tom Harding aussi, bon, ce conducteur de train qui est allé en procès et qui on le comprend très bien dans votre ouvrage, était aussi d'une part la victime en fait d'un très vaste système. On réconcilie tout ça avec la grande histoire. On commence le livre, on est au Dakota du Nord, je crois, là où sont produits dans un système d'exploitation capitaliste absolument terrible pour l'environnement, pour la société, tout ça. Ce pétrole qu'on a importé au Canada sous, j'allais dire sous le faux prétexte, mais sous, en tout cas, sans le présenter comme tel au moment comme étant très explosif par la compagnie de chemin de fer. Euh, Vous l'avez mentionné, pour vous, lac mégatique, c'est pas du tout anecdotique ou un fait divers. Là. Ça s'inscrit vraiment dans les grandes catastrophes industrielles prévisibles, on pourrait dire, ou issues du système. On peut penser à Tchernobyl, on peut penser à Bhopal en Inde. Je crois qu'il y a même une planche qui l'illustre dans votre livre. C'est important, ça, pour vous, d'exprimer ça? Écoutez, quand je suis arrivée à Mégantic, au-delà d'être un auteur, je suis une militante de terrain et j'ai fréquenté des victimes laissées pour compte toute ma vie, les victimes de l'amiante, les victimes de la contamination à Shannon, etc. Quand je suis arrivée à Mégantic, je savais que Mégantic résumait tout, résumait les prédateurs, les grands actionnaires de ce monde, les autorités qui leur ouvrent les portes et les victimes laissées à elles-mêmes. Quand j'ai choisi de fouiller Mégantic, euh, c'est parce que aussi, pour la première fois, je voyais que personne, même les autorités, ne pourraient cette fois-là nier qu'il y avait des morts, alors qu'on nie les morts de l'amiante ou des autres contaminations ou des autres accidents comme ça. Et je savais aussi que ce que je voyais était, après 30 ans, était le symbole même de comment ça fonctionne, comment on est des victimes, on reste des victimes, et que quand on arrive pour combattre à la pièce chacune de ces attaques-là contre le système, on ne sait pas comment ça fonctionne. Pour moi, comme militante, c'était extrêmement important d'arriver avec les quelques planches de la fin où on démontre les 4 étapes par lesquelles ils procèdent sans arrêt de la même façon, les prédateurs, les autorités et les victimes, y compris les Tom Harding de ce monde, parce que ça prend toujours un coupable. Pour moi, c'était comme une sorte de testament ou de pamphlet, si on veut, pour dire aux gens, voici comment il fonctionne et désormais, sachez que vous connaissez les étapes et que vous allez être possiblement, espérons-le, mieux outillés pour voir venir et lutter. Et cette partie-là, et c'est partout, si vous regardez effectivement Bhopal, la tour Grenfell à Londres, ça fonctionne toujours de la même façon. C'est tellement simple on veut faire un maximum d'argent, on coupe sur tout. Ce sont les autorités qui leur permettent de couper sur tout.
Et ensuite, quand il arrive un accident qui est entièrement prévisible, où il y a des tonnes de rapports qui le disent, il va y avoir des morts, ben on se dépêche à fabriquer les boucs émissaires et 2 heures après l'événement, à Mégantic même, les gens, les autorités, les ministres de transport et tout ça disaient c'est un homme tout seul en haut d'une côte qui a pas mis assez de frein. Et personne n'a posé la question, mais qui a permis qu'un homme tout seul Conduise un conduise train, un en train de premier lieu. 72 citernes dans la nuit, dans les montagnes, sur des rails complètement brisés. Et donc, et c'est super simple, mais en même temps, on est comme devant un écran de fumée, on comprend pas. Pour nous, cette partie-là était quand même importante à illustrer. Et d'ailleurs, la trame narrative de l'histoire, dans le livre, on donne la parole aux victimes sous forme de fantômes, en fait. C'est un peu eux qui nous guident au travers de cette tragédie. Christian, vous les avez illustrés forcément. Ce sont des visages de véritables victimes. Ce sont des humains donc dont la vie s'est terminée ce jour de juillet en 2013. Ça a été comment de travailler avec, disons, ce matériel-là qui est la vie de vraies personnes, de vraies victimes qui ont des proches encore en vie. Pouvez-vous nous raconter aussi cette sensibilité que j'imagine vous avez dû travailler avec ça, là? Ouais, en fait, c'était un sujet hyper sensible. Comme je le mentionnais tantôt, j'avais travaillé sur un album, un ouvrage scientifique sur le suicide auparavant, où j'avais travaillé à partir des rapports de coroner. Donc, Ça vous a préparé un peu? ça m'a préparé vraiment parce que là, j'avais des photos aussi, là, des photos des policiers, des coroners, tout ça, sur les scènes de suicide. Puis ça m'a permis vraiment de séparer, si on veut, l'élément documentaire de l'intégrité de la personne, encore une fois. C'est resté au cœur de mes préoccupations. Puis ces personnes-là, surtout, en fait, on pense surtout aux enfants. Cathy m'a beaucoup touché, mais je veux dire, les petites filles avec Madame Parenteau, en fait, là. C'est pour moi, c'était c'est des gens qui ressemblent à notre voisin, à de la famille. C'est proche. Je veux dire, quand ça se passe dans le fin fond de l'Afrique, on dirait qu'il y a un détachement automatique. Je sais pas pourquoi. Puis là, quand on voit ces gens-là, on est tellement proche que ça vient nous atteindre au plus profond. Fait qu'il n'était pas question que je puisse les dessiner autrement ou de faire de la fantaisie. Puis c'est vraiment Anne-Marie qui a eu l'idée de faire raconter l'histoire par ces personnages-là. Ben, par ces personnes-là, je dis personnages, mais c'est des réelles personnes. Fait que pour moi, c'est juste c'est un voyage intérieur, en fait, pour les proches. C'est comme si c'était arrivé à des proches. Puis c'est de transposer ce sentiment-là que j'avais tout le long, que ça aurait pu arriver n'importe où. Puis de donner la parole à ces personnes-là, c'était la meilleure façon pour moi de leur rendre justice. Puis il était question, là, dernièrement, on va le dire, Anne-Marie, il était question, il y a des auteurs qui sont retirés du prix Écofauve, où on est finaliste à Angoulême. Nous, il n'y a jamais été question qu'on se retire de ce prix-là pour les gens de Mégantic. Ça a été la ligne directrice depuis le début, puis ça demeure la ligne directrice encore aujourd'hui. Il a fallu prendre contact avec des survivants pour cet ouvrage-là, ou est-ce que vous avez peut-être entendu des commentaires de gens qui ont été directement touchés par Mégantic suite à ces illustrations-là, à cette histoire-là? En fait, moi, je suis arrivée là 5 jours après et tout de suite, je les ai rencontrés. J'ai une sorte d'habileté et aussi on était là avec mon collègue Daniel Green évidemment pour leur documenter leur contamination, c'était dans ce dans quoi on travaillait, leur expliquer. Donc je les ai rencontrés depuis au bout de 5 jours et depuis 9 ans je les ai jamais quittés. Je travaille avec eux, avec ceux qui se battent à l'heure actuelle contre la voie de contournement et donc je connais toutes ces personnes et j'ai tenu à amener Christian, qui en a rencontré plusieurs personnellement. Et il faut souligner que quand on a lancé la BD, évidemment, le premier lancement a été à Mégantic même, en pleine pandémie. Et il y avait des gens, des familles de victimes que j'avais pas directement contactées parce que là, ils étaient capables de parler, et qui sont venus en famille faire signer la BD et nous dire et nous remercier de leur avoir rendu la vie
à leurs proches et c'était probablement le moment le plus bouleversant, je pense, en Christian, de toute cette aventure-là. Et si on a réussi quelque part, c'est là-dessus. On a évité que ces victimes-là soient déshumanisées. Et on a dit à tout le monde, à tout le monde qui sont responsables de leur mort, ce ne sont pas des statistiques, ce sont des gens, des vivants que vous avez tués, en fait. En fait, c'est ça. Il y a plusieurs ont travaillé avec nous, dans le fond, sur le livre. On a vraiment, je pense à Jean Clusio, le père de Cathy. Quand on a fait le lancement, qu'Anne-Marie parlait tantôt à Lac-Mégantic, il y avait une équipe de Radio-Canada qui est arrivée, puis Jean, il a eu la générosité d'accepter de découvrir le livre devant les caméras. En fait, puis là, il nous a remercié. Ça a été le plus beau cadeau. Je pense qu'on a pleuré ce fois-là. Il nous a remercié d'avoir remis, comment qu'il a dit ça? Donc, d'avoir remis Faut le dire comme faut. Il a dit, vous m'avez redonné ma fille. Ouais, sur papier. Ça touche, hein, quand un ouvrage peut avoir cet impact-là. Franchement, J'ai travaillé avec Jean depuis tout le temps. Je l'ai connu depuis les débuts et quand il m'a dit ça, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Ça vaut tous les prix, en fait. C'est ça. Je veux juste rappeler aux internautes qui nous écoutent, peut-être chez eux, qu'il est encore temps de poser des questions, en fait, pour Anne-Marie Saint-Cerny ou Christian Canel via les commentaires des médias sociaux. N'hésitez pas. L'équipe, ça fera un plaisir de me les transmettre parce que je trouve que cet entretien-là est fascinant parce que vous l'avez dit, vous avez touché individuellement, évidemment, les victimes, mais qu'en est-il peut-être des responsables? On sent en fait dans l'ouvrage qu'il n'y a pas eu réellement de justice pour rendre justice là par rapport aux vrais coupables, peut-être, aux décideurs. Vous mentionnez là-dedans, les anciens ministres Baird, qui d'autre, Matt Garneau, la ville de Lac-Mégantic. Vous les illustrez d'ailleurs, Christian, d'une manière assez incroyable. C'est critique des pouvoirs publics. 9 ans plus tard, en fait, bientôt, on sent qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait. Anne-Marie, oui. Est-ce que ça vous désole? Qu'est-ce qui en ressort de tout ça? C'est assez inouï. D'abord, ça a été le silence total. Quand j'ai commencé ma carrière, c'est pas une carrière, mais comme militante, j'ai, comme beaucoup, reçu des poursuites bâillons et on s'assurait de démontrer que j'avais tort sur la place publique. On répondait. Sur Mégantic, ça a été le silence total. Le seul commentaire est venu de Marc Garneau qui a dit que c'était une théorie du complot. Mais je tiens à dire que non seulement c'est le silence total, ça n'a jamais été démenti. Aucun des faits a été démenti. Et le récent recours collectif prouve que les faits que j'avais mentionnés étaient les vrais. Mais ce qui est aberrant, il faut que je le mentionne, c'est le cynisme absolu qui lui aussi est symbolique de tout le reste. C'est qu'à l'heure actuelle, la voie de contournement, il y a un mois, on a pu confirmer que sous prétexte, les ministres sont passés pour dire nous vous avons entendu, nous compatissons, etc. Et donc, sous prétexte de leur donner une voie de contournement pour rendre le tout plus sécuritaire, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont financé et ils donnent au CP, entièrement financé par nous, une autoroute de produits dangereux qui va passer à côté de l'usine de produits dangereux de Mégantic, en plein milieu de résidence aussi, et qui cette fois va permettre des trains de 250 citernes de produits dangereux et qui vont passer à 65 000 à l'heure. Autrement dit, ils auront, sous prétexte, et moi j'ai filmé, de compatir avec eux, ils se sont organisés pour offrir au CP le pire du pire qui pouvait arriver en le cachant aux gens de Mégantic, et on l'a découvert par hasard avec les gens de Mégantic. Et c'est le comble du cynisme le plus total. Et je pense que c'est un exemple de ce qui se passe aujourd'hui un peu partout dans le monde.
Et pour Le, terminer, Christian, est-ce que vous souhaitez que vos illustrations fassent changer les choses, rendre justice peut-être pour la suite des choses, là, parce que on comprend bien que c'est pas du tout terminé. bon, on aimerait bien qu'il y ait une réaction. D'ailleurs, on a lancé le livre. Le hasard veut qu'on a lancé le livre en pleine campagne électorale fédérale. On a Je peux inter... montrer peut-être votre illustration des ministres, là. Voilà, John Baird et Marc Garneau qui sont ainsi illustrés. on a interpellé justement Marc Garneau pendant la campagne électorale. On a eu zéro réponse. Il y a rien. Il n'y a pas eu d'écho. On a essayé. On a martelé le même message. C'est pas, il y a rien eu. Sauf que les gens, ce qu'on voit les commentaires un peu partout, là, c'est vraiment, ça révolte les gens totalement. Parce que les gens ne savaient pas, comme moi, avant de rencontrer Anne-Marie, je savais pas. Donc, je le souhaite, en fait. Si moi, je fais de la bande dessinée, il n'y a rien de sérieux, c'est des comiques, en fait. Sauf que si ça peut contribuer à faire connaître la vérité, tant mieux. Tant mieux. Cette bande dessinée-là est une victoire parce qu'on a brisé, malgré eux, le mur du silence. Ouais. Et ça, on peut pas revenir en arrière et ils peuvent pas nier, rien de ça. Donc, on en est fiers, je peux dire. Et j'invite le public à aller le bouquiner parce que c'est un ouvrage fantastique, je le répète, ça s'appelle Mégantic, un train dans la nuit par les textes Anne-Marie Saint-Cerny, les illustrations Christian Quesnel. Merci infiniment d'avoir participé à cette rencontre. Merci Merci à beaucoup, Boris. vous. Je rappelle qu'il est possible de bouquiner en ligne sur le site web du SLO dans la section Mon Carnet sur slo.qc.ca ou bien sûr dans votre librairie de quartier près de chez vous. C'était un plaisir d'avoir pu animer cette discussion. Merci beaucoup à tous ceux qui l'écoutaient. On a une prochaine animation avec Pour une écologie du 99%, 20 mythes à déboulonner sur le capitalisme qui s'en vient à 13h30, je crois. Donc, restez en ligne sur le site du SLO. Merci beaucoup à vous deux. Au revoir. Merci. Merci.